j'ai interviewé Caroline sous un vieux trogne de marronnier près de chez Anaëlle Théry, un mois avant la fin de son parcours à l'école d'agroécologie voyageuse. Au cours de sa carrière, Caroline a beaucoup pris soin du facteur humain en entreprise. Avec l'EAV, elle s'est offert la possibilité de se plonger dans l'agroécologie pour s'occuper du facteur chlorophylien au milieu du facteur humain. Pour elle, c'est super important que les humains se connectent à la chlorophylle et s'immergent dans le vivant. Son parcours dans les fermes nourrit sa joie, son corps et son projet professionnel RIHAB pour réhabiter la terre. Je suis Opaline, paysanne nomade, et à travers ce podcast, je mets en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre. J'espère que le parcours de Caroline et les choix qu'elle a faits pour se reconnecter au vivant vous inspireront. Je vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et laisser un commentaire. Ça permettra au podcast de remonter dans les résultats. Très belle écoute et à bientôt. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Caroline, en tant qu'être humain? Qui es-tu? Qui je suis? Alors moi c'est Caroline, je suis mariée à un Lefranc et je suis née Chêne-Maille. Voilà, donc Caroline Lefranc Chêne-Maille, en gros. J'ai 47 ans. C'est toujours très étonnant quand on me pose la question de mon âge. Il faut toujours que je calcule. Donc j'ai bien 47 ans. Et qu'est-ce que c'était quoi après? Qui es-tu en tant qu'être humain? Qui je suis en tant qu'être humain? Je suis une femme qui a 3 enfants merveilleux, un mari merveilleux aussi, et je suis un humain sur Terre qui s'émerveille de tout un tas de choses et qui tente d'émerveiller les autres humains aussi, voilà, en leur racontant des histoires et alors je tente d'expliquer des trucs que j'ai mis du temps à comprendre, voilà, je partage beaucoup et j'ai passé toute une partie de ma vie d'adulte à m'occuper du facteur humain en entreprise. Et là, j'ai décidé de m'occuper du facteur chlorophylien au milieu du facteur humain. Wow. Parce que j'ai l'impression que d'aller s'inspirer dans la chlorophylle nous fait revenir beaucoup plus apaisés, plus vastes, plus larges, plus heureux aussi. Et que je trouve que les humains restent beaucoup entre humains. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as choisi de faire l'EAV? Oui, alors moi j'ai choisi de faire l'EAV après avoir été... je t'ai connue toi d'abord, voilà, sur LinkedIn. Je me demande si c'est Anna Matar ou quelqu'un d'autre qui m'a conseillé de regarder ce que tu postais. Et en fait, j'ai vu que tu avais posté quelque chose sur Johanna Villeneuve-Chasset. Et moi, je me suis délectée des travaux de Johanna Villeneuve-Chasset. J'ai adoré ce qu'elle fait. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu plus près ce que fait Opaline. Parce que si Opaline m'a permis de connaître Johanna, c'est qu'il y a des trucs derrière, là. Et donc, j'ai découvert... après, indépendamment de toi, j'ai découvert Anaëlle Théry qui m'a appris les principes de la syntropie qui m'ont vraiment émerveillée. Et donc c'était en mai l'année dernière, quand j'ai découvert la syntropie, ça m'a tellement bouleversée que pendant 2 mois et demi, je me suis dit, ma vie va changer. Je ne sais pas comment, mais ma vie va changer. Et j'ai envie d'aller dans la chlorophylle. Et j'ai découvert le parcours EAV un peu.
Et je me suis dit, zut, moi j'ai pas 22 ans, j'ai pas tout mon temps, mais j'étais quand même appelée. Puis je me voyais pas retourner à l'université non plus. Il y avait quand même aussi les fermes d'avenir qui me plaisaient bien. Et puis tu m'as partagé que vous faisiez un programme pour accompagner les gens qui étaient déjà en train de travailler ou qui avaient déjà une vie bien remplie et qu'on pouvait faire des moments ponctuation dans notre vie bien remplie pour aborder l'agroécologie et puis voyager de ferme en ferme pour apprendre. Et moi j'avais besoin de ça parce que j'étais déjà en train de réfléchir à un nouveau projet professionnel avec la Saint-Tropez. Et il me fallait quand même me sentir un peu armée, un peu solide, un peu légitime, un peu tout ça. Et donc je me suis dit voilà, je vais me faire un petit parcours cette année, ça va me changer. Et donc je savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer, hein, mais je savais que j'allais changer de vie. Donc tranquillement, hein. Et effectivement, j'avais prévenu ma famille, mon mari surtout, qui n'a pas tout de suite compris ce qui allait arriver. Il a fallu faire un petit cadrage en mi-parcours. Et donc, régulièrement, je prends mon baluchon. Ouais. Oh. Oh. Il faut quand même vous dire, il y a une mésange qui chante juste au-dessus de notre tête. Avec la petite queue qui vibre. Ouais. Oh. Elle donne tout ce qu'elle a là. Ah, elle est partie. Elle a vu que je me moquais d'elle. Au revoir. Elle a changé d'arbre. Et donc voilà, alors je pars 1 à 2 semaines par mois. Donc j'ai la bonne idée d'avoir un mari qui est marin et qui n'est pas là 1 semaine sur 2. Et donc 1 semaine sur 2, il peut tout gérer. Et moi 1 semaine sur 2, je gère tout aussi. Et 1 semaine sur 2, je peux partir. Donc je pars 1 à 2 semaines par mois sur la route des fermes. Ou alors vers l'école d'agroécologie voyageuse. On a fait un petit temps en promo, c'était très sympa. Et donc dans les fermes, je suis l'apprentie naïve, totale, qui sait rien, parce que c'est vrai. Et puis je me rends compte que je peux faire des trucs avec mon corps, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma tête jusqu'à présent. Et donc je peux mettre mon corps en mouvement. Et mon corps, il est vachement intelligent, il sait faire plein de trucs. Et le soir, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Et j'ai appris des gestes, j'ai vu des paysages très, très accueillants, très nourriciers et très vivants. Voilà. Et maintenant, c'est ce que je me disais l'autre jour, la carte de France, elle est devenue plus vivante pour moi. C'est plus une carte à la verticale sur un mur. Il y a des gens qui habitent par-ci, des gens qui habitent par-là, des fermes. Et c'est du coup vivant. Quand je regarde la carte de France, je sais qu'il y a un foyer, une ferme. Alors lesquels? Alors lesquels? Alors il y a évidemment la ferme du Bosquet. Un coup de cœur pour la ferme du Bosquet avec Lucille et Arafat. Je crois que j'ai jamais rencontré de gens qui incarnent autant la gentillesse dans ma vie. Ça m'a beaucoup touchée. Des gens formidables. Et je peux quand même dire quelque chose, c'est que Arafat m'a montré comment cueillir des épinards. Pour la MAP, il fallait faire des sachets d'épinards pour les amapiens. Et il me dit, tu prends pas la queue de l'épinard, faut que du bon. Et puis t'en mets un peu plus. Comme ça, ils en mangeront plus. Alors pour moi, c'était complètement à l'encontre du monde d'où je venais. Moi, mon AMAP, ils mettent la queue de l'épinard. ça pèse plus lourd. Donc ça m'a bien travaillé de l'intérieur. Et puis j'ai découvert, oui, que une petite famille comme ça pouvait avoir un aussi gros projet et bosser dur et être très entouré et que ça pouvait être joyeux tous les jours quand même. Et surtout de travailler dans un environnement extrêmement vivant.
très vivant. Et ça, c'est très agréable. Donc la ferme du Bosquet, en Gironde, j'ai été chez Pierre Garnaud, à la pépinière planétaire. J'ai eu une relation virtuelle avec la ferme de Ségur, très sympa, même si c'était virtuel. J'ai été touchée par les photos, l'esthétique de ce lieu, hein, avec Astrid. Pierre Garnaud, la pépinière planétaire, où on a pu mettre en place des lignes d'arbres en syntropie, en découvrant une façon particulière de planter des arbres greffés, en ensevelissant la greffe avec le porte-greffe. C'était intéressant de voir ça. Et puis la ferme, la pépinière de Joala, hein, chez Anaël, je suis revenue. J'avais besoin de me replonger dans ce que j'avais appris pendant sa formation, de voir physiquement ce qu'elle appelle les tortues, hein, la plantation en tortue, et de voir certains gestes, de voir les successions. Et puis voilà. Et puis je pars bientôt chez Jérôme Sergent, dans le Schnorr, donc ça va être autre chose. Et ce qui va être chouette avec ce qui était déjà sympa chez Pierre Garnaud, c'est qu'on s'est retrouvés à plusieurs stagiaires. Et ça c'est sympa. Aussi, je ne savais pas que j'allais rencontrer ça. C'est le fait d'être à plusieurs sur une même ferme. Est-ce que tu as envie de nous partager 2 moments pépites? Alors tu nous as partagé le coup des épinards que j'ai noté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah oui, Pierre Garnaud, il a la pépinière planétaire, et sur le même terrain, il y a Noémie qui plante aussi des arbres fruitiers en syntropie. Et donc on a planté plusieurs lignes, on a vraiment beaucoup planté chez elle, c'était assez intense. Et puis elle a de la chance, c'est qu'il y a Pierre qui fait beaucoup de boutures, elle a fait beaucoup de boutures, et on a mis les boutures de saules, de sureau, de tilleul, et on a mis vraiment un max de boutures. Et moi j'avais pas vu cette densité là, et là je crois que je suis décomplexée de la bouture, et ça m'a permis vraiment de voir physiquement sur une ligne la densité qu'on plante vraiment. Et ça a été un moment pour moi assez intense, parce que déjà la bouture c'est quelque chose d'assez chouette à découvrir, c'est incroyable, on prend un bout de bâton et ça donne un arbre quoi. Enfin... c'est assez joyeux, je dois dire, c'est jubilatoire. Voilà, et on s'est amusé à faire une brouette de graines, mais alors des milliers de graines dans cette brouette avec du terreau et du sable, de toutes sortes, pour faire les nids de graines. Et là aussi, c'était assez jubilatoire. C'était une espèce de bouillon, une marmite de graines. Et paf, on savait qu'on allait faire des nids de graines qui allaient donner des informations à toute cette ligne syntropique. Et diffuser l'idée que ça y est, on peut pousser, on peut germer, c'est cette force de vie, quoi, une force de germination. Donc ça c'est assez joyeux aussi. Beaucoup de joie hein, dans ces fermes. Donc ça c'était une pépite. Et puis une petite pépite personnelle, c'est de vivre dans mon camion. De partir en nomade et d'être dans mon camion, de me sentir très autonome. Voilà, si les gens ne pouvaient pas accueillir, n'avaient pas forcément une chambre ou quoi, c'était absolument pas un problème. Moi j'étais dans mon camion, cool, je pouvais m'isoler, laisser les gens un peu tranquilles, et ceux qui m'accueillaient. Ça c'était super sympa. Et chez Lucille et Arafat, j'ai adoré le matin, avant l'aube, juste avant l'aube, aller donner à manger aux petits poussins, parce qu'ils faisaient des poulets de chair aussi. Ils font des poulets de chair là-bas. Et ils avaient des petits poussins à nourrir, et j'ai trouvé ça trop mignon. Même si je savais qu'ils allaient partir à l'abattoir. Mais Arafat m'a expliqué qu'il les accompagnait jusqu'au bout. Voilà, il y a tout un processus. On peut se dire, ouais, on fait de l'agroécologie, on aime les animaux, tout ça.
Mais ouais, on mange aussi de la viande et puis faut bien emmener les poulets à l'abattoir. Mais il y a une façon de le faire, un état d'esprit de le faire et ça change tout. Et du coup, moi, ils m'ont offert un poulet quand je suis partie. On l'a pas mangé n'importe comment, ce poulet. Voilà. Il nous a nourris. Je savais qu'il y avait derrière. Et on est nourri différemment encore quand on sait comment il a été élevé, ce poulet. Ouais. J'aime bien ça. Et c'est pas de l'angélisme. Hein. On bosse bien, on bosse dur. Il faut bien le nourrir le poulet. Faut qu'il soit bien, qu'il ait de l'ombre, une bonne température. Mais puis il ira à l'abattoir. Mais ce qui n'empêche qu'on le respecte, quoi. Sans que ce soit de l'animisme non plus. Est-ce que tu veux me partager tes 2 plus grands apprentissages de ces 6 derniers mois, du coup? Peut-être l'humilité, grosse humilité, et de se dire bon, plantons, on verra bien. Plantons bien, hein, réfléchissons, hein, mais plantons. Faut y aller, on met les bottes, on met les gants ou pas, mais on y va. Allez, on creuse. La terre est accueillante. La terre est accueillante, ouais. Et n'aie pas peur, vas-y, plante, quoi. Ça, c'est, je pense, que le plus gros truc. Et puis, que à 47 ans, je peux encore décider de changer de boulot. On va voir comment ça va fonctionner, mais je suis tellement joyeuse de proposer ça, proposer de la syntropie en milieu urbain ou semi-urbain à des gens qui ont envie mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et puis de dire, allez, on va faire une expérimentation, on essaye ensemble, on fait ensemble, on voit ce que ça donne et puis on plante, quoi. On plante ensemble. Tu veux dire 2 mots sur ce revirement professionnel que tu es en train de... En dire un petit peu plus sur Rihab? Sur Rihab, alors Rihab, c'est pour... Rihab, c'est une contraction de réhabiter la terre. Ça fait 5 ans que je fais de la sensibilisation à la transition écologique à côté de mon boulot, en bénévolat. On a même créé une association pour ça. Et donc ça fait 5 ans que je vois à quel point c'est un peu le bazar et à quel point ça se détruit, on va dire. Donc 5 ans de se faire mal, puisque à chaque fois qu'on explique ça aux gens, à chaque fois ça fait mal, hein, de se rendre compte de ça. Là, se rendre compte de l'état du monde, c'est quand même pas... Et puis un jour, je ne sais plus qui a dit cette phrase, dans quel monde tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie de vivre dans un monde que tu veux absolument transformer et tu mets toute ton énergie dedans et tu es crevé le soir parce que c'est quand même tout un monde à transformer, c'est beaucoup, c'est lourd et c'est très grand? Ou est-ce que tu veux déjà vivre dans le monde dans lequel tu aimerais bien vivre demain? Ah. Et puis là, j'ai découvert la syntropie. Et je me suis dit, c'est dans ce monde-là que moi j'ai envie de vivre demain. Je voudrais que dans ma ville, les enfants, quand ils vont à l'école, ils peuvent cueillir une pomme sans être des petits voleurs, qu'il y ait de l'abondance partout, que ce soit normal d'avoir de l'abondance autour de soi. Je pense que personne ne sait ce que c'est qu'un paysage abondant. Et qu'on peut... voilà, moi j'ai envie de vivre dans des villages, dans des villes abondantes, que la nourriture, ce soit plus un sujet. Si déjà la nourriture, c'est plus un sujet, y a déjà pas mal de tensions qui tombent. Si t'as pas faim, tu n'as pas envie de te battre, quoi. T'as pas envie d'être violent ou méchant. Enfin, je pense, hein. C'est un raccourci, bien sûr. Et voilà, donc Rihab, c'est ça, on va réhabiter la terre, on va lui proposer une autre collaboration avec nous. À mon échelle, j'ai une petite échelle, hein. Quand tu vois ce que c'est que l'industrie minière, c'est sûr que moi je ne veux pas changer grand-chose. Hein. Mais si déjà moi, voilà. Toi, tu fais ce que t'aimes, tout le monde fera ce qu'il aime et on changera. Ouais, je sais pas ce qu'il aime Elon Musk, moi. Mais voilà. Voilà,
Voilà, mais moi, je ne vais pas aller changer Elon Musk. C'est trop compliqué. Mais en revanche, je peux proposer de changer un gazon en quelque chose d'abondant. Et se raconter une autre histoire. Et que ce soit joyeux. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur ce qui t'anime au quotidien, à part la photosynthèse? Ce qui m'anime au quotidien, à part la photosynthèse, moi j'aime beaucoup peut-être comment dire, raconter des histoires. Raconter des histoires, mais pour se partager des informations ou pour apprendre quelque chose. Par exemple, voilà, avec mes enfants, on est tout le temps en train de se raconter des histoires, mais ce sont des histoires, c'est pas forcément toujours que de l'invention, c'est aussi des... Voilà, ils butent sur un problème en mathématiques, j'aime bien imaginer quelle histoire va leur permettre de passer le cap de cette difficulté, par exemple. Et donc, voilà, moi j'aime bien raconter des histoires. Donc je raconte des histoires. Parce que quand je vais dans mon jardin et que je vois des coccinelles, c'est quand même toujours le début d'une histoire. Pour moi, je suis toujours en train de raconter un truc. Avant, avant j'avais monté quand même une boîte pour faire du conseil en entreprise, pour accompagner les gens qui se foutent sur la gueule, enfin les gens en conflit, tout ça. Je le fais encore un peu, mais je préfère aujourd'hui leur dire venez, on sort, on va voir un truc et je vais vous raconter une histoire. Ouais. Le vivant est un moyen d'accompagner les gens aussi. Et oui, oui, et puis ça te permet de te décentrer, de prendre du recul, de voir que tu n'es pas le centre du monde déjà, et puis et que tu peux te mettre un peu d'oxygène là où c'est un peu vicié, quoi. Donc là, petit à petit, tu vas mettre plus de vivant dans tes activités professionnelles. Tu t'es rendu compte aussi que tu avais énormément de joie à être dehors. Ah oui, c'est difficile d'être dehors. Hein. Quand tu as l'habitude de bosser devant ton ordinateur ou d'aller voir des boîtes, etc., et tu passes à côté de ton jardin, ça devient un décor. Mais quand tu te dis je vais rentrer dans le décor, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dedans, plus ça va, plus j'ai du mal à sortir de mon jardin ou sortir de dehors. Et plus je vais dehors, plus je m'y sens bien, mon corps est très content, mon cerveau il est apaisé. C'est un apprentissage, ça aussi. Et ça, c'est un apprentissage parce que c'est très vite désappris, ça, d'aller dehors. Hein. Les habitudes reviennent vite. Là, tu vois, par exemple, quand je suis sur une ferme, réhabitude, oui, réhabitude, c'est différent. Moi, quand je suis là dans mon camion et qu'il fait 2 dehors ou 0 dehors, il fait froid, oui, et alors, c'est pas grave. J'ai jamais attrapé de rhume, en fait, en dormant dans mon camion. Mais des fois, quand je suis chez moi, c'est vachement confortable, il fait chaud, j'ai du mal à aller dehors. Je me dis, oh, il fait froid. Donc il y a une espèce de confort hypnotique. Et j'ai remarqué que devant mon ordinateur, le temps passe à une vitesse de dingue, à pas faire grand-chose. Et dehors, je fais beaucoup de choses. Je fais vraiment beaucoup de choses en une demi-journée. On abat beaucoup de travail et on le voit le travail. C'est visuellement palpable. Je vois ce que j'ai fait dehors sur une ligne là où et il y a une satisfaction. On peut être fier, on peut être content. Et alors que quand je suis à l'intérieur, j'abats du boulot, mais je vois rien à la fin de ma journée, quoi.
Un dernier truc à partager ? Ouais, moi j'inviterais aussi à tenter l'expérience de se remémorer l'histoire de la Terre. Ça aussi, c'est une histoire fabuleuse. On est vraiment une espèce qui a conquis quasiment tous les territoires, mais il y en a eu d'autres avant nous, il y en aura sans doute d'autres après nous. Et l'histoire de la Terre, de la planète et de la vie est juste extraordinaire et merveilleuse. Et ça apaise beaucoup de choses, je trouve, cette histoire. Et puis ça nous donne aussi la compréhension qu'on doit ce confort de vie, cette vie, à énormément d'espèces autour de nous. Énormément d'espèces. Et on a une grande dette vis-à-vis des écosystèmes qui nous entourent. Et du coup, quand on sait un peu mieux cette histoire, on a envie d'en prendre soin. Hein, ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'aimer, quoi. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas en prendre soin. Les gens du Périgord sonnent le glas à la fin de ce podcast. Bonjour. Bonjour. Merci, c'était un très 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 beau mot de la fin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.